2022, PKF Arcilon. Donc ce matin, sur un temps condensé d'un peu plus d'une heure, nous allons décrypter pour vous les principales mesures qui vous impactent opérationnellement, tant pour l'arrêté des comptes 2021 que pour l'année 2022, en matière fiscale, mais également en matière sociale. Alors, lors de ce webinaire que nous avons condensé, et qui concerne la loi de finances 2022 publiée au journal officiel le 30 décembre 2021, mais également l'actualité fiscale et sociale. Alors, vous le constaterez, hein, cette loi de finances, elle est loin d'être la plus épaisse du genre, parce qu'on est en fin de quinquennat, et on y trouvera quand même des mesures assez intéressantes et qui sont souvent liées à la crise Covid-19. On doit, comme toujours en période électorale, s'attendre à une loi de finances rectificative assez fournie en milieu d'année 2022, pour laquelle j'imagine que nous vous organiserons un nouveau webinaire. Je profite également de cette introduction pour vous rappeler ou vous informer que nous avons présenté en décembre dernier un premier webinaire sur l'arrêté des comptes 2021, qui était donc plus vaste que les aspects purement fiscaux et sociaux, qui concernait également les aspects comptables et consolidation. Ce webinaire est disponible actuellement en replay sur la chaîne YouTube PKF Arcilon, chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Et dans quelques heures, le webinaire de ce matin sera également disponible en replay sur cette chaîne YouTube pour repasser le webinaire ou le transmettre à vos collègues. Pour cette présentation de loi de finances, je vais être accompagné de nos meilleurs experts qui sont répartis un petit peu partout en France. Pour la partie fiscale, donc, nous co-animerons avec Aude Bouvet, associée au Bonjour à bureau de tous. Rennes. Bonjour Aude. Pour la partie sociale, notre associé du bureau de Paris, Éric Boulet, Bonjour à tous également. bonjour Éric, ainsi que Aurélie Caron, senior manager au bureau de Pau. Bonjour à toutes et tous. Voilà. Avant de commencer ce webinaire, je voudrais juste prendre quelques instants pour vous présenter notre nouvelle marque et notre nouveau réseau, le PKF Arcilon. Alors, PKF Arcilon est né très récemment en France, hein, dans le secteur de l'expertise comptable et sociale, de l'audit et du conseil. PKF Arcilon est né de la séparation d'une partie des activités de PwC en France, et plus particulièrement celles dédiées aux TPE, PME et ETI sur le territoire français. Nous sommes présents, comme vous le constatez sur cette carte, dans 25 bureaux en France, et notre organisation est animée par 60 associés qui sont issus essentiellement de PwC, mais aussi de cabinets indépendants régionaux qui nous ont rejoints récemment. 800 collaborateurs sont à votre disposition, à votre écoute, toute l'année, répartis sur l'ensemble du territoire national. Au niveau international, nous faisons partie du réseau PKF. Le réseau PKF préexistait à notre création. Le réseau PKF regroupe des cabinets indépendants et nous sommes le représentant français du réseau PKF international, présent dans 150 pays et qui regroupe plus de 20 000 collaborateurs. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons démarrer notre webinaire. Je vous précise qu'à la fin de cette conférence, à travers notre système de visio, on vous adressera un lien qui vous permettra à la fois de remplir un questionnaire de satisfaction, mais également de télécharger le support de la présentation de ce matin. Nous allons présenter cette loi de finances et l'actualité sociale en 3 chapitres. Les chapitres concernant les particuliers, un chapitre concernant les entreprises et des mesures sociales. Alors, pour commencer, les mesures concernant les particuliers. Comme chaque année, il y a une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu qui a pour effet d'augmenter le seuil d'atteinte des différentes tranches de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation. Bon, le législateur a retenu l'inflation hors tabac, calculée hors tabac, à plus 1,4% cette année. Donc, l'ensemble des tranches de l'impôt sur le revenu ont été rehaussées de 1,4% pour tenir compte de cette inflation. Ont également été rehaussés les seuils maximaux de quotient familial. Donc, en effet, pour la
l'avantage fiscal procuré par un enfant, c'est-à-dire une demi-part si vous avez 1 ou 2 enfants, est plafonné cette année à 1 592 €. Pour un couple qui a 3 enfants, il bénéficie de 2 demi-parts pour les 2 premiers enfants et une part entière pour le 3e enfant. L'économie d'impôt maximale dont peut bénéficier un couple qui a 3 enfants s'élève donc désormais à 6 368 €. Il en est de même pour la limite de déduction fiscale de la pension versée à un enfant, qui est maximum de 5 959 €. Voyons maintenant une autre disposition qui peut nous intéresser dans notre vie courante. Il s'agit du versement des pourboires. Alors ça, c'est une mesure qui est assez liée à la crise Covid-19, puisque un phénomène qui était déjà entamé avant cette crise s'est amplifié, c'est-à-dire la disparition du cash, des espèces et l'augmentation des paiements par carte bancaire. Ça a eu pour conséquence, notamment dans le secteur de la restauration, une diminution des pourboires qui étaient versés aux salariés, faute d'espèces de la part des particuliers. Jusqu'à présent, lorsque on souhaitait verser un pourboire via un paiement par carte bancaire, ce n'était pas possible. En effet, l'administration fiscale considérait que le surplus payé par carte bancaire était du chiffre d'affaires au bénéfice du restaurant, et donc du chiffre d'affaires imposable. L'administration a changé complètement de position. On se rapproche d'une position que l'on voit dans beaucoup de pays, aussi bien européens que par exemple aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il est depuis le 1er janvier 2022 possible de verser des pourboires via un paiement par carte bancaire. Ces pourboires seront reversés aux salariés au contact de la clientèle et seront exonérés d'impôt sur le revenu, mais aussi d'impôt sur le revenu pour le salarié, mais aussi de cotisations sociales pour l'entreprise. Alors attention, c'est une mesure transitoire qui n'est applicable qu'en 2022 et 2023. Nous verrons par la suite si elle est prolongée. En tout état de cause, c'est une mesure importante pour les salariés du secteur de la restauration, notamment dans les établissements de luxe dont la partie pourboire est souvent significative. Eh bien, les pourboires apparaîtront désormais dans le revenu fiscal de référence de ces salariés en tant que revenu exonéré, et ça leur permettra de leur faciliter, on l'espère en tout cas, l'accès au crédit bancaire en officialisant quelque part ce revenu, mais qui est toujours exonéré. Une autre mesure qui a été adaptée, ce n'est pas une nouvelle mesure, c'est l'abattement fixe des dirigeants de PME qui partent à la retraite et cèdent des parts d'entreprises qu'ils possèdent, d'entreprises à l'IS, imposables à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est l'article 150 ROD ter du CGI. Alors, que dit cet article? Cet article, il dit que un dirigeant d'entreprise qui cède les titres de son entreprise assujettie à l'IS bénéficie d'un abattement de 500 000 € au titre de la plus-value qu'il va faire. Donc, cette plus-value, elle ne sera pas imposée au niveau de l'impôt sur le revenu jusqu'à 500 000 €. En revanche, cette plus-value, il n'y a pas de plus-value concernant les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. Donc jusqu'à présent, pour bénéficier de cette plus-value, il fallait que le dirigeant parte en retraite au plus tard 2 ans après la cession ou au plus tôt 2 ans avant la cession. La crise Covid a ralenti un certain nombre de transactions qui n'ont pu se faire en raison des aléas liés à cette crise. Et donc le législateur a prorogé un dispositif qui avait déjà été mis en place l'an dernier, qui a pour effet de proroger jusqu'au 31 décembre 2024 la prorogation du délai, qui passe de ce délai de 2 ans, qui passe donc de 2 à 3 ans. Il n'y a pas de changement dans les conditions à respecter concernant ce départ à la retraite. Voilà, je vais laisser la main à Aude, qui va nous parler de la déduction COS. Merci Sébastien. Quelques mots sur l'évolution d'un dispositif fiscal existant, le dispositif COS. La philosophie de ce dispositif fiscal, c'était d'inciter les propriétaires à mettre en location au bénéfice de ménages modestes, de personnes avec des très faibles revenus, des logements
dans des zones qui étaient tendues. Ce dispositif COS donnait lieu précédemment à une déduction d'impôt et s'appelait, vous en rappelez peut-être, le dispositif loué abordable. C'était son nom. Ce dispositif, cette déduction d'impôt, le propriétaire y avait le droit, dès lors évidemment qu'il mettait à disposition son logement avec un loyer qui était plafonné et sous réserve d'un encadrement juridique qui était la signature d'une convention avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Donc le dispositif fiscal évolue avec la loi de finances 2022. L'objectif, c'est de le rendre plus attractif. Donc il a maintenant un nouveau nom. C'est plus loué abordable, c'est loc avantage. Il y a des nouveaux critères et c'est surtout de ça dont je vais vous parler. Le point principal à noter sur l'évolution de ce dispositif COS, c'est qu'en fait, l'avantage fiscal va bouger dans sa nature. Précédemment, le propriétaire qui mettait en location son logement avait une déduction d'impôt qui s'appliquait sur ses revenus fonciers. Cette déduction d'impôt, elle était variable selon la localisation géographique du logement et selon on va dire, l'effort qui était consenti sur le loyer. Petit, moyen ou grand effort. Euh, ces règles vont s'appliquer pour toutes les conventions qui vont être signées jusqu'au 28 février 2022. Et ensuite, ça va être remplacé par donc le nouveau dispositif fiscal. Le point majeur, c'est qu'on n'est plus sur une déduction d'impôt qui en fait était assez peu intéressante puisqu'elle générait des avantages qui étaient des économies variables selon les propriétaires. Elle va être remplacée par une réduction d'impôt et donc qui va s'appliquer pour toutes les conventions signées avec l'ANA à compter du 1er mars 2022 et a priori pour l'instant jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, on passe d'une déduction d'impôt à une réduction d'impôt. Et j'indiquais également qu'il y avait une évolution des critères. Le point principal à noter, c'est qu'il n'y aura plus de variabilité de l'avantage fiscal en fonction de la zone géographique. Voilà. On attend un décret qui ne va pas tarder à apparaître et qui précisera un certain nombre de modalités techniques. Voilà pour le dispositif COS. Quelques mots également sur les gains de cession d'actifs numériques. Alors, actifs numériques, le terme est un peu administratif. En fait, on parle des bitcoins. L'idée de cette loi de finances 2022, c'est surtout de lever des zones d'ombre, puisqu'en fait, ce secteur des bitcoins qui avait pris de plus en plus d'ampleur était assez mal appréhendé par la réglementation fiscale jusqu'à cette loi de finances 2022. Notamment les modes d'imposition n'étaient pas très clairs. Donc cette loi de finances a le mérite d'éclaircir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi de finances? Elle dit deux choses. Elle dit que tout d'abord, il faut que le propriétaire des bitcoins, qui réalise donc des plus-values de cession, se positionne dans une des deux catégories. Et les catégories, c'est soit les cessions sont réalisées par un particulier, soit par un professionnel. La loi de finances, évidemment, donne des critères qui permettent d'appréhender dans quelle catégorie on se trouve. Un particulier, c'est quelqu'un en fait qui génère des petites opérations sur des bitcoins dans le cadre de sa gestion de patrimoine privé. Pour ces particuliers, si plus-value de cession il y a aujourd'hui deux possibilités, soit une imposition régime flat tax que vous connaissez, hein, donc c'est un taux d'impôt de 12,8 auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux de 17,2, donc on arrive à une imposition globale à 30%, ou alors la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'IR. Pour ceux qui achètent et vendent des bitcoins dans le BOFIP dit des conditions analogues à celles d'un professionnel. Dans ces cas-là, on se retrouve dans la deuxième catégorie, celle de l'activité dite professionnelle. Et donc, la grande évolution de cette loi de finances, c'est que les choses sont précisées. On ne déclare plus en BIC, mais en BNC. Attention, ce que je vous indique s'applique pour les opérations qui seront réalisées à compter du 1er janvier 2023. Voilà, donc clarification, je trouve assez intéressante. Le point suivant concerne le crédit d'impôt le plus usité en France, le crédit d'impôt emploi d'un salarié à domicile. Vous le connaissez, j'imagine très bien, hein, ça s'applique pour toutes les sommes que nous versons, que vous versez en rémunération de services, dit service à la personne à domicile. Ce crédit d'impôt est intéressant, donc pas d'inquiétude, hein, il n'y a pas de révolution avec cette loi de finances. Elle vient juste en fait surtout préciser les choses, clarifier un certain nombre de situations, notamment suite à des décisions de justice sur des cas qui ont été considérés comme dans une zone un petit peu grise.
Alors, quel est le problème? Quel était le problème qui maintenant est solutionné? Le crédit d'impôt s'applique pour l'emploi d'un salarié à domicile. Et donc, la question se posait de comment gère-t-on la rémunération pour des services qui ne se font en fait pas à domicile? Donc, je vais prendre une illustration qui, je trouve, est assez claire. Une garde d'enfants à domicile, on voit bien qu'elle est éligible à ce crédit d'impôt. En revanche, quid d'une personne qu'on rémunère pour accompagner ses enfants, par exemple, sur le lieu d'une activité périscolaire, puisque par définition, ça n'est plus à domicile, puisque l'enjeu, c'est justement d'amener les enfants du domicile vers un autre endroit. Donc les choses n'étaient pas très claires. Et donc, il y a eu quelques contentieux sur ce sujet. Donc, désormais, les choses sont, à mon avis, posées de manière assez explicite. La loi indique bien que sont éligibles à ce crédit d'impôt les services qui sont rendus hors du domicile, dès lors qu'ils rentrent dans un package, un ensemble qui, pour la majorité, est rendu dans la résidence du contribuable. Et pour que les choses soient encore plus claires, la loi liste également un ensemble de services qui bénéficient du crédit d'impôt, même s'ils ne sont pas compris dans ce package global, cet ensemble de services. Donc désormais, quand on se connecte sur le site du BOFIP, on voit une liste extrêmement précise de toutes les prestations qui sont éligibles à ce crédit d'impôt emploi d'un salarié à domicile. Donc clarification intéressante, mais pas de révolution pour autant. On va parler maintenant des autres réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Pas de grandes nouveautés, mais tout de même quelques précisions sur des dispositifs qui étaient censés s'arrêter. Donc, en préambule, rappelons-nous que le plafonnement des niches fiscales, donc des réductions dont vous pouvez bénéficier en dehors des dons, essentiellement, et des investissements outre-mer, est de 10 000 € par foyer fiscal. Donc, la combinaison de ces dispositifs, vous devez avoir une attention particulière à ne pas atteindre ce plafond pour ne pas perdre le bénéfice et réduction d'impôt. Alors, quelques dispositifs qui sont prorogés. Il s'agit notamment de la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital d'entreprise de presse. Donc, cette réduction d'impôt est prorogée jusqu'au 31 décembre 2024. La réduction d'impôt sans 6 bouvards applicable aux loueurs en meublé non professionnel est étendue jusqu'aux acquisitions au 31 décembre 2022. Donc là, il s'agit d'un dispositif qui a été spécialement mis en place pour les résidences-services, donc résidences seniors, résidences étudiantes, hôtellerie d'affaires, résidences d'affaires, à l'exclusion des résidences de tourisme, et qui permet de bénéficier en fait d'une réduction d'impôt de 11% de la valeur du bien dans la limite de 300 000 €. Donc c'est un avantage fiscal maximal de 33 000 €. Au-delà de cet avantage fiscal, il est possible d'amortir le bien en LMNP. Donc, c'est un dispositif qui est assez puissant fiscalement, assez méconnu également. L'amortissement se fait au-delà de la valeur de 300 000 € pour ne pas bénéficier deux fois d'un avantage. Une autre réduction d'impôt qui a été largement remaniée l'année dernière parce qu'elle n'avait pas eu de grand succès, il s'agit de la réduction d'impôt de Normandie, donc qui est prorogée pour les acquisitions jusqu'au 31 décembre 2023. Donc le dispositif de Normandie, pour faire court, c'est un dispositif qui a été créé au moment du drame de la rue d'Aubagne à Marseille, où en fait certains ont constaté qu'il y avait des logements délabrés dans les centres-villes en France. Donc c'est un dispositif qui est là pour inciter les investisseurs à acquérir des logements qui nécessitent de gros travaux jusqu'à 25% du prix, et donc qui permettent de bénéficier d'un certain nombre de réductions d'impôts. Donc ce dispositif qui n'avait pas eu beaucoup de succès au départ a été remanié, les zones ont été largement élargies et il était trop restrictif visiblement vu le peu de succès qu'il a eu au démarrage, et donc on lui donne une deuxième chance en prorogeant le dispositif jusqu'au 31 décembre 2023. Une autre réduction d'impôt, alors ça c'est une réduction qui est plus connue, c'est la réduction d'impôt pour les dons dites Coluche, donc pour les entreprises, pardon, pour les associations qui viennent en aide directement aux personnes en difficulté. Donc c'est une réduction d'impôt de 75% des dons, jusqu'en 2020, cette réduction d'impôt était limitée à 550 € par foyer fiscal. Elle a été augmentée à 1 000 €, donc un don de 1 000 € aujourd'hui à une association ouvrant droit à cette réduction ne vous coûte en réalité que 250 €, et donc proroger l'augmentation du plafond jusqu'au 31 décembre 2023.
Également un taux majoré pour à 75% qui a été voté pour les dons aux organismes luttant contre les violences domestiques. Et ça, c'est valable pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022. Un autre crédit d'impôt qui a été prorogé, il s'agit du crédit d'impôt pour le premier abonnement à la presse. Il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, si vous voulez vous abonner pour la première fois à un site internet de presse ou presse papier, vous avez droit à un crédit d'impôt. Je vous invite cependant à aller vérifier les différentes astérix des conditions qui sont applicables à ce crédit d'impôt, qui est en fait assez restrictif. Il est en gros plutôt réservé aux personnes qui ont des revenus faibles et notamment les jeunes qui démarrent dans la vie. Il a été fait pour eux. Une autre réduction d'impôt qui a été prorogée, alors c'est la réduction d'impôt Pinel-Bretagne qui est prorogée jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, je vais vous décevoir, la Bretagne n'est pas un paradis fiscal particulier. Bon, c'est un paradis tout court, on le sait tous. Simplement, le dispositif Pinel-Bretagne est une expérimentation qui laisse à la main des préfets, donc de la région, la définition des zones éligibles à la réduction Pinel. Et pour les autres régions, en fait, c'est à la main du ministère, en fait, tout simplement. Donc, on essaie d'être plus près du terrain. Cette expérimentation, visiblement, est positive, donc a été prorogée en Bretagne et sera peut-être élargie, qui sait, pour les années suivantes. Voilà pour les réductions d'impôts. Alors, une autre mesure d'hiver qui intéresse les particuliers, il s'agit d'un sujet qu'on connaît parfois mal, mais qui est en fait assez courant. Il s'agit de la demande de décharge de solidarité en cas de divorce ou de séparation. Donc, le sujet, c'est le suivant, c'est qu'un couple marié ou des partenaires de pacsés sont tenus solidairement du paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière s'ils sont assujettis, et de la taxe d'habitation. En cas de séparation d'un couple marié ou de partenaires pacsés, eh bien, cette solidarité sur l'impôt qui était dû au moment de leur vie commune est maintenue. En revanche, un des deux partenaires ou un des deux ex-époux peut demander à se décharger de cette solidarité, à être déchargé de cette solidarité. Et pour cela, il doit prouver qu'il y avait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale due par le couple et la situation financière et patrimoniale de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire qui demande la décharge. Jusqu'à présent, l'administration fiscale analysait le dossier au regard des 5 dernières années, ce qui était particulièrement pénalisant pour certains ex-époux ou ex-partenaires qui voient souvent leurs revenus diminuer fortement en cas de séparation. Désormais, la situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période de 3 années. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différentes mesures qui concernent les particuliers. On va maintenant s'attaquer aux mesures qui concernent les entreprises. Et pour commencer, l'impôt sur les bénéfices et l'allongement des délais d'option et de renonciation pour le régime réel d'imposition. Donc là, c'est un mouvement qui est qui date de quelques années maintenant au niveau de l'administration fiscale. Il y avait un véritable maquis au niveau des dates de délai d'option suivant les différents dispositifs, qui fait que on y perdait un petit peu son latin. Bon, les experts comptables ont essayé quand même de garder la ligne, mais il y avait un certain nombre de risques pour nous à rater des délais. Aujourd'hui, l'administration est sur une position qui est de dire les options, de plus en plus, on les positionne à la date de dépôt des déclarations annuelles, que ce soit la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu ou pour les entreprises, l'alias fiscal. Alors, de quoi s'agit-il cette année? Donc, dans ce mouvement-là, on a connu l'intégration fiscale dont les dates d'option ont été justement remises à la date de dépôt de l'alias fiscal. Là, cette année, il s'agit des entreprises individuelles, donc les entreprises individuelles, les personnes qui exercent à titre indépendant, qui sont en régime micro, c'est-à-dire un régime forfaitaire, et qui souhaitent passer
à un régime réel, parce que c'est plus intéressant pour eux. Jusqu'à présent, elles devaient opter pour le régime réel le 1er février de l'année. Donc, c'était très court, parce que souvent, les entrepreneurs individuels n'ont pas la vision sur leur bilan 2021. Le 1er février 2022, ce sera dans 3 jours. Donc, à partir de cette année, hein, donc de 2022, l'entrepreneur individuel qui souhaite passer en régime réel aura plus de temps pour analyser sa situation, notamment auprès de nos collaborateurs PKF Arcillon en leur demandant des conseils, puisque la date limite pour l'option au régime réel est repoussée à la date de dépôt de déclaration de l'ensemble des revenus qui, suivant les régions, est déposée en mai ou juin 2022. Donc, un conseil, si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, n'attendez quand même pas le mois de mai ou juin 2022, contactez-nous dès à présent. Il en va de même pour l'effet inverse, c'est-à-dire la renonciation de l'entreprise individuelle qui dépend du régime réel et qui veut passer au régime micro. Elle a jusqu'au dépôt de sa liasse fiscale pour passer au régime micro. Ensuite, s'affiche sur votre écran une petite révolution pour nous. Alors, c'est beaucoup pour nous, c'est peu pour vous peut-être, mais une entreprise individuelle assujettie à l'impôt sur les sociétés, c'est une grande nouveauté pour nous, experts comptables, en matière de fiscalité. Alors, quel est aujourd'hui le sujet? Le sujet, c'est qu'il y a des constats qui font qu'on s'est bien rendu compte que les entrepreneurs individuels, ces dernières années, qui n'étaient pas en société, ont été parfois un petit peu malmenés par des effets yo-yo au niveau de leur fiscalité, au niveau de leur cotisation sociale. Vous avez dû entendre parler du RSI, des cotisations sociales indues, des effets de la crise Covid, etc., etc., de l'absence en fait d'indemnités journalières ou des indemnités journalières quasiment nulles pour les indépendants. Donc, aujourd'hui, se discute actuellement au Parlement, en janvier 2022, un projet de loi en faveur de l'activité des professionnels indépendants. Donc, dans ce projet de loi, il y aura beaucoup de choses. Mais il y aura un aspect fiscal un aspect fiscal qui a été voté par la loi de finances 2022, mais dont les conditions d'application seront, elles, précisées dans cette loi sur l'activité professionnelle indépendante. Donc, il doit être voté normalement d'ici la fin du mois de janvier ou au plus tard mi-février. Donc, le dispositif actuellement, si une entreprise individuelle qui est assujettie de plein droit à l'impôt sur le revenu souhaite être imposée à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas beaucoup d'options. Il faut absolument passer en société, donc société à responsabilité limitée. Il en est de même pour un animal juridique qui s'appelle l'EIRL, qui n'a pas eu beaucoup de succès en France, qui avait pour objectif de protéger le patrimoine des travailleurs indépendants. Si cette EIRL souhaite passer à l'IS, option pour son assimilation à une EIRL ou à une EARL. Ce qui va changer en 2022, Yannis. Merci. Donc, ce que prévoit la loi de finances 2022, c'est que les entreprises individuelles qui sont assujetties de plein droit à l'impôt sur le revenu pourront opter pour l'IS sans avoir à modifier leur statut juridique en société. Donc ça, c'est une grande révolution pour nous. Et elles pourront, ces entreprises individuelles, bon, ce qui paraît juridiquement un petit peu étrange, mais elles pourront assujettir une partie de leurs bénéfices au même régime fiscal que celui des dividendes, c'est-à-dire en gros la flat tax, jusqu'à hauteur de 10% du bénéfice imposable, net imposable. Donc, l'entrée en vigueur de cette loi, pour l'instant, la loi de finances a prévu ce dispositif, mais pour l'entrée en vigueur, il faut attendre la publication de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Mais je pense qu'on aura beaucoup de questions là-dessus auprès de nos clients TPE, très petites entreprises. Alors, une autre évolution qui est passée un petit peu sous le radar lors des projets de loi de finances, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment une évolution importante qu'il convient de bien avoir en tête. Il s'agit du rehaussement en fait, des seuils d'exonération des plus-values professionnelles. Alors, les plus-values professionnelles, de quoi s'agit-il? Il s'agit des cessions de l'entreprise individuelle soumise à l'IR, ou de la branche complète d'activité soumise à l'IS. L'article 238 quindecies, qui existe depuis longtemps, prévoit une exonération d'impôt des plus-values
pour les prix de cession qui sont inférieurs à 300 000 euros. Eh bien, la loi de finances 2022, applicable au titre des cessions 2021, a rehaussé en fait cette exonération pour les prix de cession jusqu'à 500 000 euros. Donc, c'est une augmentation significative. Une autre augmentation très significative, c'est l'exonération partielle. Jusqu'à présent, l'exonération était partielle entre 300 et 500 000 euros de prix de vente. Aujourd'hui, l'exonération d'impôt est partielle entre 500 000 et 1 million d'euros de prix de vente. Donc là, on a beaucoup de clients qui vont être concernés parce qu'une cession d'entreprise individuelle ou une branche complète d'activité inférieure à 1 million d'euros, on en a quand même beaucoup. Ça ne concerne plus les très petites entreprises. Alors, les conditions pour bénéficier de cette exonération, elles sont les mêmes. Il faut éviter de se céder à soi-même sa propre entreprise pour essayer de s'exonérer d'impôts. C'est prévu, ça ne marche pas. Et il faut avoir un délai d'activité de 5 ans. Et effectivement, il faut qu'on cède la totalité de l'entreprise ou de la branche d'activité. Donc ça, c'est vraiment une évolution notable, d'autant plus qu'on assiste à une augmentation des transactions sur les derniers mois. Autre mesure. Alors, autre mesure, je vais être très rapide là-dessus. On a parlé tout à l'heure de l'exonération des parts en retraite pour les entrepreneurs qui cèdent les titres de société de leur entreprise, donc société soumise à l'IS, cession de titres de société, passage de 2 à 3 ans du délai entre le départ à la retraite et la cession. Eh bien, il y a la même chose en matière de plus-value professionnelle, c'est-à-dire de cession d'entreprise individuelle. Là, c'est plus l'article 150 0D, mais c'est l'article 151 septies A du CGI. Donc, le délai est prorogé de 2 à 3 ans. Je laisse la main à Aude pour une autre révolution. Ah, pardon, non, excusez-moi. Je vais trop vite. Donc, effectivement, alors, une autre exonération qui est assez intéressante, c'est l'exonération possible désormais des plus-values professionnelles en cas de cession d'un fonds de commerce qui a été mis en location-gérance. Donc, vous avez un fonds de commerce, vous n'êtes plus l'exploitant, vous le louez à un locataire gérant. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas bénéficier de l'exonération plus-value professionnelle que je viens de décrire à l'instant, à l'exception de la cession au locataire gérant. Aujourd'hui, cette limitation a sauté. On peut céder à toute autre personne que le locataire gérant tout en bénéficiant de la plus-value professionnelle. Donc, là, je crois qu'on va parler du crédit d'impôt formation du dirigeant, excusez-moi. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de très significatif, mais on a souhaité vous en parler parce qu'il est souvent oublié par les chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise bénéficient d'un crédit d'impôt formation de 419 € par an, dans la limite de 419 €. Donc c'est un crédit d'impôt de 10,48 € par heure de formation dans la limite de 40 heures. Ce crédit d'impôt formation est doublé, il est passé à 838 €. C'est toujours bon à prendre, donc n'hésitez pas. Je te laisse la main, Aude, pour une autre révolution. Oui, merci Sébastien. Oui, j'ai le plaisir de présenter en fait une évolution qui est probablement l'une des plus importantes de cette loi de finances 2022. Ça concerne l'amortissement des fonds commerciaux. Alors peut-être petit rappel lexique, on parle donc du fonds commercial. Le fonds commercial, qu'est-ce que c'est? C'est un actif incorporel qui regroupe principalement les éléments qui ne peuvent pas figurer à d'autres endroits du bilan. Donc, on y retrouve la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, les parts de marché. Il y a un caractère un petit peu résiduel. Alors, commençons par un rappel un petit peu général. Ce fonds commercial, il est présumé non amortissable. Vous le savez sans doute. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa durée de vie est présumée non limitée dans le temps. Donc, vous voyez bien évidemment le corollaire, ce n'est pas d'amortissement comptable. Donc, ensuite, pas de sujets fiscaux. Alors, en fait, les choses sont un petit peu plus fines que ça, à savoir qu'il existe 2 exceptions de dérogation possibles à ce premier principe que je vous ai cité. Le premier, c'est qu'on a dans certains cas un fonds commercial, des fonds commerciaux pour lesquels on peut fixer une limite prévisible à l'exploitation. Alors, l'une des illustrations, et peut-être d'ailleurs presque l'une des seules qui était souvent donnée lorsque cette règle a été posée, c'était typiquement un fonds commercial qui était une carrière.
Là, on peut indiquer que ce fonds commercial a un horizon temporel qui est limité et qu'on arrive à évaluer de manière assez fine. Donc, premier cas, on peut amortir parce qu'on arrive à fixer la limite prévisible de l'exploitation du fonds. Donc, dans ces cas-là, on amortit sur la durée de vie prévisible de ce fonds commercial. Et puis, il y avait une deuxième dérogation qui s'y était ajoutée. C'était en fait une possibilité pour les petites entreprises d'amortir comptablement le fonds commercial sur 10 ans. Alors, les petites entreprises, je rappelle les seuils, c'est des entreprises qui respectent deux des trois seuils. Donc, globalement, c'est total bilan inférieur à 6 millions, chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros et moins de 50 salariés. Si vous respectez deux de ces trois seuils, vous êtes une petite entreprise et donc il était possible comptablement d'amortir un fonds commercial sur 10 ans. Alors pourquoi cette souplesse? C'est parce que la règle indique bien que si on n'amortit pas un fonds commercial, il faut en fait vérifier sa valeur tous les ans. Il faut donc documenter ce test par ce qu'on appelle un impairment test, un test de valeur, ce qui est effectivement un petit peu lourd en termes de documentation. Et donc on voulait affranchir les petites entreprises de ça. Donc ces deux cas dérogatoires donnaient lieu à un amortissement comptable, vous l'avez compris, mais ils avaient un traitement fiscal différent. Dans le premier cas, on a une limite prévisible à l'exploitation du fonds de commerce, donc amortissement comptable. Et ben, les amortissements étaient fiscalement déductibles. C'était le premier point. En revanche, dans le cas dérogatoire que je viens de vous exposer, à savoir ces petites entreprises qui peuvent, par simplification, amortir comptablement un fonds commercial sur 10 ans, là, l'administration fiscale ne reconnaît pas le caractère déductible de cet amortissement. Alors, vous voyez bien que tout ça n'était pas forcément très clair. Donc, qu'est-ce que dit la loi de finances? J'arrive à mon petit encadré. La loi de finances 2022, elle commence d'abord à dire « Je rappelle qu'un amortissement comptable est par principe non déductible ». Boum. Elle pose ce cadre-là. Mais elle dit « J'ouvre une petite porte. Je mets en place un dispositif qui est un dispositif, attention, dérogatoire et temporaire. » Elle dit « Pour des fonds commerciaux qui seraient acquis sur les exercices 22, 23, 24, 25, donc ça commence au 1er janvier, pour ces fonds commerciaux acquis, dès lors qu'on est dans l'un des deux cas que je viens de vous citer, et donc très probablement plutôt dans le cas amortissement dans une petite entreprise, là j'admets, l'administration fiscale admettra que l'amortissement comptable sera déductible. Donc c'est un point quand même très important, ça peut éventuellement amener des repreneurs à évoluer un peu dans leurs arbitrages. Est-ce que je rachète un fonds de commerce ou est-ce que je rachète des titres d'une société? Il faut avoir en tête que si un repreneur, une entreprise souhaite acquérir un fonds de commerce en 2022, 23, 24, 25, dans ces cas-là, si elle est petite entreprise, elle pourra faire le choix de l'amortir comptablement sur 10 ans et ces amortissements seront déductibles fiscalement. Donc c'est quand même une porte assez intéressante. On voit bien l'idée, hein, c'est d'essayer de favoriser justement ces opérations de reprise pour essayer de redonner aider un peu à donner un nouveau souffle, notamment au commerce. Il y a évidemment juste un point d'intention qui est qu'en cas de cession ultérieure de ce fonds commercial, il y aura des impacts puisqu'on calculera une plus-value qui sera une plus-value évidemment majorée puisque la plus-value est la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable. Et en cas d'amortissement comptable du fonds commercial, on pourra arriver à une valeur nette comptable de 0. Donc, une plus-value majorée d'autant. Voilà, donc c'est un dispositif assez intéressant qu'il faut avoir en tête parce que ça peut venir modifier du structuring d'opérations de reprise. Le point suivant dont je voulais vous parler, c'était les évolutions sur le dispositif de carry-back. Donc carry-back en anglais, ce qui signifie en français le report en arrière des déficits. Donc c'est un dispositif, un mécanisme fiscal qui permet, lorsqu'on réalise un bénéfice sur une année donnée, de venir un déficit sur une année donnée, de venir l'imputer sur de venir l'imputer sur des bénéfices réalisés sur les exercices précédents. Alors l'évolution est assez subtile, hein. Avant l'imputation, elle était limitée aux bénéfices, dont, disait le BOFIP, l'IS n'avait pas été payé à l'aide de crédit d'impôt et qui n'avait pas été distribué. Là, la loi de finances 2022 précise les choses et dit, modifie un petit peu les choses et dit l'imputation
qui peut se faire dans le dispositif Carry Back, cette imputation, elle est limitée aux bénéfices dont l'IS n'a pas été payé avec l'aide de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt, c'est l'évolution majeure, et qui n'a pas été distribué. Honnêtement, au final, ça ne va pas modifier de manière extrêmement significative la base d'imputation. Probablement que le seul élément qui pourrait venir jouer désormais et qui ne jouait pas précédemment, c'est la réduction d'impôt mécénat. Bon. Et je rappelle, une fois qu'on a posé les choses, que cette créance de carry back, elle est imputable évidemment sur les IS des exercices clos. Et pour le solde de la créance qui n'a pas été imputé, dans ces cas-là, il est remboursé au bout de 5 ans, ou le remboursement peut être anticipé pour les entreprises dites en difficulté. Voilà. Donc une petite modification technique, mais qui n'a pas un très gros impact. Autre changement, il concerne les entreprises avec un statut JEI, jeune entreprise innovante. Donc les sociétés concernées sont principalement des startups, puisque ce sont des jeunes sociétés qui, par définition, doivent avoir moins de 8 années d'existence. Et parmi un certain nombre de critères, le principal est qu'elles doivent consacrer 15% minimum de leur charge d'exploitation à de la recherche et développement. Donc les principaux bénéficiaires sont généralement des entreprises innovantes type start-up. Ce statut JEI, il est extrêmement intéressant. Il a en fait 2 composantes. Il a une composante fiscale et une composante sociale. Côté composante fiscale, une entreprise avec un statut JEI, elle est notamment exonérée d'impôt sur les sociétés, totalement, à 100%, l'année, l'exercice où elle est pour la première fois bénéficiaire. Et elle est également exonérée d'impôt sur les sociétés à hauteur de 50%, un abattement de 50% sur le 2e exercice bénéficiaire. Voilà. Et cette économie, cet abattement de 100%, puis de 50%, s'appliquera sur le 1er et le 2e exercice bénéficiaire dès lors que il se situe entre la 1re et la 8e année de vie de l'entreprise. Et il y a également, je vous l'avais dit, une composante sociale qui là est extrêmement intéressante et qui dit en gros qu'un salarié qui travaille à plus de 50% pour de la R&D a des exonérations très significatives qui s'appliquent sur les charges patronales. On est sur des profils type ingénieur, hein, développeur, donc souvent statut cadre, qui au lieu d'avoir des taux de charge patronale de l'ordre de 42%, voient leur taux de charge patronale baisser autour de 18%. Donc vous voyez évidemment l'impact que ça peut avoir. Donc tout ça était dans un cadre qui était jusqu'à la 8e année de vie de l'entreprise. Et là, la loi de finances 2022, alors elle avance un peu. Elle dit, en fait, ce statut JEI, il ne va pas durer potentiellement 8 ans, mais il pourra durer jusqu'à la 11e année de vie de l'entreprise. Mais attention, l'impact sera uniquement sur la composante fiscale et non pas sur la composante sociale. Donc, voyons le verre à moitié plein, hein, ça reste intéressant, même si c'est un peu dommage. Si on avait rajouté la composante sociale, les impacts auraient été probablement encore plus intéressants. C'est nettement supérieur. Autre dispositif, toujours un peu dans la même veine, toujours le même écosystème, c'est la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt qui s'appelle crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Alors, il va concerner des entreprises qui vont conclure des contrats de collaboration entre ce début d'année 2022 et la fin 2025. Et ces contrats doivent être conclus avec des organismes publics de recherche. Ces contrats doivent encadrer en fait la conduite en commun par cette entreprise avec cet organisme de recherche, de projet de recherche. Et il faut évidemment que cette conduite, quand on dit conduite en commun, ça veut bien dire qu'il faut que les risques et les résultats soient partagés entre les 2 contreparties. Ce n'est pas de la sous-traitance pure. Et donc, dans ces cas-là, il y a un crédit d'impôt qui est mis en place, là encore assez incitatif, hein, puisqu'il est égal à 40% des dépenses qui seront facturées aux entreprises par ces organismes de recherche, avec une limite qui est à 6 millions d'euros par an. Et on ajoute même que ce crédit d'impôt, il monte même à 50% pour les micro-entreprises et les PME. Donc à considérer avec intention. En revanche, j'allais dire évidemment, on ne peut pas prendre 2 fois les dépenses. Donc c'est les dépenses qu'on prendra pour le calcul de ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative ne pourront plus être reprises dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
Et comme le crédit d'impôt recherche, on sera sur les mêmes dispositifs, à savoir que ce crédit d'impôt, on pourra l'imputer, notamment sur l'IS, pendant 3 ans. Et si on ne peut pas l'imputer, il nous sera remboursé. Il sera remboursé à l'entreprise. J'ajoute que quand l'entreprise a un statut JEI, en tout cas c'est le cas pour le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt recherche lui est immédiatement restituable. J'imagine que ce sera la même chose pour ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Voilà pour moi. Sébastien, je te repasse la main. Merci beaucoup, Aude. Donc, nous allons passer à une phase un petit peu désagréable de ce webinaire de finance. On va parler des sanctions, de la TVA, des modifications, et Aude nous parlera aussi des autres mesures concernant le formalisme obligatoire. Alors, je suis volontairement un petit peu dynamique sur cette partie parce qu'on a souvent tendance à négliger. On constate que certains de nos clients ont parfois tendance à négliger la forme. Et aujourd'hui, l'administration fiscale sanctionne aussi bien la forme que le fond sur les opérations. Et il y a un grand nombre de changements sur un certain nombre de points qui peuvent vous paraître être des détails, mais qu'il faut bien suivre. Donc, en matière de TVA, il y a, comme chaque année, quelques changements auxquels il faut pour lesquels il faut être au courant. Donc, pour commencer, on va parler des taux de TVA. Donc, la saga des taux de TVA continue. Donc, il y a une clarification parce qu'il y a beaucoup de contentieux sur le taux de TVA qui concerne les produits destinés à la consommation humaine. Donc, on est parti aujourd'hui sur un principe tout sauf, donc c'est beaucoup plus clair. Donc, tous les produits destinés à la consommation humaine sont assujettis au taux de TVA de 5,5%, sauf exception, pour toute la chaîne de production. Bon, parmi les exceptions, il y a notamment le chocolat, l'alcool qui est à 20%, etc. Il y a également un cas général pour les produits destinés à la consommation animale et les autres produits agricoles. Donc, le cas général aujourd'hui, c'est le taux de 10%. En revanche, le taux de 5,5% est applicable lorsque ces produits destinés à la consommation animale sont aussi possiblement destinés à la consommation humaine. Donc, je vous avoue que j'ai fait quelques recherches et c'était relativement simple comme réponse, hein. Il s'agit du lait, il s'agit du blé, il s'agit de la farine. Bon, voilà, effectivement, des aliments aussi bien les animaux que nous consommons. Ensuite, pour mettre au clair un certain nombre de contentieux qu'il y a eu sur le matériel destiné aux handicapés, donc il y a une extension du taux réduit de TVA destiné aux appareils pour matériel équipé pour handicapés, bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie pour les produits innovants et bénéficiant d'une prise en charge transitoire. Donc c'est un cas un petit peu particulier. Concernant les taux de TVA, on a également une redéfinition d'autres taux particuliers qui concernent le taux à 2,1% sur les produits sanguins, donc un cas particulier qui concerne peut-être certains d'entre vous. Donc les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Concernant les taux qui ont été temporairement abaissé à 5,5% dans la crise Covid-19. Donc, il s'agissait en fait des produits destinés à l'hygiène corporelle dans le cadre de la lutte contre la prorogation du Covid. Donc là, il s'agit des lunettes, visières, gants médicaux d'examen, blouses, surblouses, charlottes, etc., sur chaussures. Donc le taux à 5,5% est maintenu jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, ça concerne aussi quelques-uns de nos clients qui vendent ce type de produit. Extension également du taux de 5,5% dans le cadre de l'acquisition-amélioration des locaux dans le secteur du logement local social. Donc ça, c'est un point très important dans le cadre des opérations immobilières. Donc c'est étendu à certaines livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration, à certaines livraisons à soi-même de logements sociaux et de travaux. Voilà pour ce qui concerne les aménagements de taux de TVA. Alors, une petite nouveauté, enfin, plutôt une grande nouveauté, c'est la forme des déclarations d'échange de biens. Donc, pour rappeler ce que c'est que les échanges de biens, ou vous apprendre ce que sont les déclarations d'échange de biens. Les déclarations d'échange de biens, ce sont des déclarations que font les entreprises lorsqu'elles importent ou exportent des biens à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, on ne parle pas d'importation et d'exportation, on parle d'introduction
et d'expédition. Les entreprises sont généralement assujetties à la DEB, déclaration d'échange de biens, sauf si elles bénéficient d'un régime en expédition de franchise en base de TVA, et si en introduction, c'est-à-dire en achat en fait, de biens à l'intérieur de l'Union européenne, les acquisitions sont inférieures à 460 000 € par an. Donc, toutes les entreprises sont concernées par cette déclaration de biens et la connaissent bien. Alors, cette déclaration d'échange de biens était assez discutée au niveau de la Commission européenne parce qu'il s'agissait à la fois d'une déclaration qui était destinée à l'administration fiscale et au service des douanes. Donc, dans le cadre de l'harmonisation des règles européennes, pour simplifier les choses, il n'y a plus une déclaration d'échange de biens. On va passer à la slide suivante. Mais 2 déclarations d'échange de biens. Voilà. Donc, alors, que se passe-t-il? Donc, aujourd'hui, la déclaration d'échange de biens qui est supprimée, elle est remplacée par 2 formalités distinctes. Un état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA. Donc ça, c'est les mêmes items que vous déclarez chaque mois sur votre déclaration d'échange de biens. Alors, même si ce sont des statistiques, enfin, pardon, si ce sont des données qui sont destinées à l'administration fiscale, l'administration des douanes a été autorisée à continuer à collecter ces données-là, donc il n'y a pas de changement au niveau des codes. En revanche, il y a une deuxième déclaration qui était obligée de faire certaines entreprises qui concernait la caractéristique des biens introduits, sur les échanges de biens intra-Union européenne. Donc, cette déclaration, qui faisait partie de la DEB, est remplacée par une déclaration d'échange statistique. Et cette déclaration n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises, c'est uniquement sur un échantillon d'entreprises. Alors, je n'ai pas trouvé les critères de déclenchement de cette déclaration d'échange statistique. Le service des douanes dit aujourd'hui, vous recevrez un courrier, donc à destination des entreprises, qui sont assujetties à cette déclaration d'enquête statistique. Voilà. Dans tous les cas, moi, je vous invite à être extrêmement vigilant sur les déclarations d'échange de biens, parce que, vous le savez peut-être, les sanctions en cas de défaut de déclaration d'une DEB sont extrêmement élevées. C'est une amende de 750 € par déclaration manquante et qui peut s'élever à 1 500 € si la mise en demeure qui vous est adressée par l'administration des douanes ne donne pas lieu à déclaration de la DEB par vos soins. Et on sait que parfois les mises en demeure ne parviennent pas dans les bons services. Donc, 1 500 € par DEB manquante, ça peut aller très vite. Et également, en cas d'inexactitude ou d'omission sur les déclarations d'échange de biens, 15 € par inexactitude ou omission. Donc, ça peut aller très vite quand on a des centaines de lignes à déclarer chaque mois. Enfin, je vais juste faire une petite parenthèse. Si vous importez des biens depuis l'extérieur de l'Union européenne, donc des vraies importations, sachez que les règles en matière de déclaration de ces importations ont été modifiées depuis le mois de janvier. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre collaborateur ou conseiller PKF Arcilon. Encore une fois, la notion de forme est extrêmement importante pour éviter en fait tout redressement. Et aujourd'hui, l'administration fiscale n'hésite pas à redresser sur la forme quand sur le fond, tout est OK. Alors, un changement important qui va concerner le versement des acomptes. Mais je vous rassure, vous avez toute l'année 2022 pour vous adapter, puisque c'est une mesure qui va être applicable le 1er janvier 2023, mais qui fait partie de la loi de finances 2022, justement pour permettre aux entreprises de s'adapter, et surtout à leur système d'information. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du versement des acomptes en cas de commande ferme d'un client. Donc, si vous êtes un prestataire de service, eh bien, vous êtes assujetti à la TVA sur les encaissements. Donc, lorsque vous encaissez un acompte, vous devez reverser de la TVA au moment de l'encaissement de cet acompte. Bon, cette règle ne va pas changer. Par contre, si vous êtes un marchand de biens, enfin, si vous vendez des biens, vous êtes assujetti à la TVA sur les débits, c'est-à-dire que vous collectez votre TVA, vous la payez au moment de la livraison du bien. Eh bien, quand vous encaissez un acompte aujourd'hui, vous ne reversez pas la TVA puisque, par définition, il n'y a pas de livraison du bien. Vous ne reversez la TVA sur cet acompte qu'au moment de la livraison du bien. Le changement, donc sur la slide suivante, tac, voilà.
Le changement, c'est qu'à partir du 1er janvier 2023, la TVA sur les acomptes versés dans le cadre de commandes de livraison de biens sera exigible au moment de l'encaissement et non plus au moment de la livraison du bien. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Alors, sur le principe, ça paraît pas très compliqué. Sur le plan financier, ça peut avoir des impacts importants dans certaines entreprises qui collectent beaucoup d'acomptes sur leurs commandes et qui donc ne reversent pas la TVA immédiatement. Donc ça, c'est un sujet déjà, un premier sujet qu'il faudra bien regarder au niveau finance, trésorerie avec nos équipes. Mais il y a un deuxième sujet qui concernera les systèmes d'information qui sont aujourd'hui pas paramétrés pour ça. Et donc, on va avoir une coexistence de deux régimes de TVA au niveau de ces entreprises qui vendent des biens entre les acomptes et les livraisons de biens. Donc, il faudra vraiment prêter attention à cela. Il pourra réellement être intéressant d'analyser la notion de versement d'acompte ou de versement d'art, hein, puisque vous le savez peut-être, les arts, eux, ne sont pas assujettis à TVA. Il faut que juridiquement, on soit bien calé et qu'on ne maquille pas des acomptes en art. Donc, je vous laisserai, si vous êtes intéressé, contacter encore une fois votre expert PKF Arcilon pour étudier tout ça si vous êtes impacté et également votre prestataire informatique au niveau IT. Voilà, Merci donc, Sébastien. Je vais prendre la suite pour finir donc cette dernière partie. Donc là, vous allez trouver des mesures un petit peu en rafale, hein. Alors attaquons. Alors la première, elle est importante. C'est les sanctions pour défaut de facturation. Donc vous savez qu'une entreprise est passible d'une amende si elle n'arrive pas à documenter, à prouver la délivrance d'une facture par le fournisseur. Alors l'amende, elle s'élève à 50% du montant de la transaction et elle est réduite par 10, donc elle est réduite à 5% si l'entreprise peut apporter la preuve qu'elle a comptabilisé de manière régulière l'opération. Donc ces pourcentages étaient des pourcentages bruts, hein, qui s'impliquaient sur des bases qui pouvaient être très importantes. Et donc le Conseil constitutionnel est passé par là en indiquant que cette ancienne règle méconnaissait le principe de proportionnalité des peines. Donc la loi de finances 2022 est passée par là et donc a retravaillé un petit peu les règles en indiquant qu'on conservait le principe des amendes de 50% ou de 5%, selon les critères énoncés juste au-dessus, mais en revanche est venu ajouter des plafonds d'impact par exercice de respectivement 375 000 et 37 500. C'est bien d'avoir ces plafonds. Bon, ça reste des montants toujours extrêmement élevés, donc faisons en sorte d'éviter ces amendes. Voilà pour ce premier point, cette première zone d'attention. On peut passer aux contrôles fiscaux. Alors là, ça ne va pas dans le bon sens. Il existe des amendes pour des entreprises qui feraient obstacle à la transmission de pièces, de documents, à l'occasion de ce qu'on appelle une visite domiciliaire. Donc c'est une visite et une saisie par l'administration fiscale. Il y avait des amendes qui existaient. Ces amendes ont été considérablement majorées, puisque vous voyez, il y a deux niveaux d'amende. Celles qui étaient à 10 000 sont passées à 50 000 et celles qui étaient à 1 500 sont passées à 10 000. Vous voyez donc la conclusion de tout ça. Évitons de faire obstacle au contrôle de l'administration fiscale, au risque de le payer assez lourd. Et puis un petit point technique, alors là, qui concerne quand même pas grand monde, mais on l'a quand même cité. Vous savez qu'il existe des interdictions qui sont posées d'imputer les déficits et les réductions d'impôts sur une certaine typologie de rehaussement. Et donc là, il y a une nouvelle catégorie qui est apparue. Cette interdiction va s'appliquer également sur les rehaussements qui touchent des manquements graves et en l'occurrence des contribuables qui seraient sanctionnés par la majoration de 80% en cas de détention non déclarée d'avoirs à l'étranger. Bon, en espérant que ça ne concerne pas grand nombre d'entre vous. Deux petits points sur le slide suivant. Ayez en tête que les greffes des tribunaux de commerce ont désormais la possibilité de transmettre des informations, des documents à l'administration fiscale et à l'administration des douanes. Et on vous informe également qu'il existait un dispositif qui est un dispositif temporaire d'indemnisation de ce qu'on appelle en français les aviseurs fiscaux, les lanceurs d'alerte en fait. Donc il y avait un dispositif qui a été mis en place à titre expérimental et qui visait à récompenser, rémunérer, je ne sais pas comment le dire, ces lanceurs d'alerte dès lors que leur intervention permettait
de découvrir une fraude dont le chiffrage était supérieur à 100 000 €, les droits éludés supérieurs à 100 000 €. Donc, il existe un dispositif d'indemnisation qui a été mis en place et qui en fait est prorogé d'1 an. Il devait s'arrêter prorogé de 2 ans, pardonnez-moi. Il devait s'arrêter fin 2021. Il est prorogé également sur 2022 et 2023. Et je crois que c'est le dernier point, elle concerne des nouvelles obligations qui vont venir s'appliquer sur ce qu'on appelle des opérateurs de plateformes en ligne. Alors ces opérateurs de plateformes en ligne, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont, des marketplaces, ce sont des agrégateurs, ce sont des comparateurs de prix. Alors attention, l'obligation, introduite par la loi de finances 2022 ne s'applique qu'aux plus gros d'entre eux, puisque l'administration vient positionner un critère qui est le nombre de visiteurs uniques par mois. Je crois que ce critère est à 10 millions. Donc, vous voyez qu'on vient vraiment toucher les plus gros de ces opérateurs. Et donc, ces opérateurs ont désormais des obligations déclaratives, notamment auprès de l'administration fiscale. L'entrée en vigueur de ce dispositif, ce sera 2024. Et bien évidemment, il y a des sanctions qui ont été prévues en cas de non-respect de ces obligations déclaratives. Et les sanctions sont un peu à la hauteur de la taille de ces acteurs, à savoir très lourdes, puisqu'on peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc vous voyez bien l'incitation qui est faite à ce que ces acteurs mettent tout en œuvre pour assurer la meilleure transparence. Voilà pour ces mesures et j'ai le plaisir de passer donc la main à Eric et Aurélie pour la partie sociale. Merci Aude, merci aussi Sébastien. Et puis écoutez, je profite qu'on est vendredi 28 pour vous souhaiter à tous une bonne année 2022. C'est la dernière occasion pour le faire, donc j'en profite. Et puis j'en profite aussi pour saluer toutes nos équipes qui vous accompagnent très régulièrement sur l'actualité sociale. On sait que la matière est très évolutive et du coup, je voulais vraiment les saluer. Et puis un petit clin d'œil à Aurélie, qui participe activement aussi à tous les flashs qu'on vous diffuse très régulièrement. Voilà. Donc, on va pouvoir reprendre avec Aurélie un certain nombre de mesures et, que vous connaissez, mais qui changent régulièrement. Et donc, on voulait vraiment faire un focus pour vous alerter ou remettre au goût du jour ces mesures. Donc, la première mesure, c'est la prime PEPA. Donc, la prime PEPA, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, on l'appelle PEPA 2021, parce qu'en fait, même si elle s'appelle exceptionnelle, elle se renouvelle régulièrement, mais avec un certain nombre d'amendements régulièrement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime PEPA, elle nécessite de toute façon un accord. Donc, c'est soit une décision unilatérale de l'employeur, soit un accord collectif. Sur la PEPA 2021, vous avez la possibilité de la verser, vous le savez, entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. C'est pour ça qu'on a souhaité en reparler avec vous. Les salariés éligibles, écoutez, les salariés éligibles, c'est l'ensemble des salariés qui ont une rémunération n'excédant pas 3 SMIC annuels. Lorsqu'on parle de 3 SMIC annuels, on est sur une durée flottante. Donc, on prend les 12 derniers mois avant le versement de la prime PEPA. On module la durée du temps de travail des collaborateurs pour savoir s'ils rentrent ou non dans cette limite, ce plafond de 3 SMIC. Voilà. Après, concernant le montant de la PEPA, c'est 1 000 €, voilà, sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf pour les associations et les fondations, et sauf également pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont négocié ou qui sont en cours de négociation d'un accord d'intéressement. L'intérêt de la PEPA, c'est qu'on peut la moduler, c'est ce qui est prévu dans les accords, selon la rémunération, la classification, la durée de présence des collaborateurs. Voilà, donc ça, c'est effectivement un dispositif intéressant. On vous alerte régulièrement, effectivement, la PEPA, c'est une prime exceptionnelle, et donc qui dit prime exceptionnelle dit qu'effectivement, elle ne doit pas se substituer aux rémunérations classiques. Voilà. Autrement, effectivement, vous pouvez vous retrouver en difficulté en cas de contrôle URSSAF.
Le deuxième point dont on voulait vous discuter, ça concerne la prime inflation. Donc la prime inflation, c'est effectivement une nouveauté de l'année. Ça a été instauré au mois de décembre 2021. L'intérêt de la prime inflation, c'est que ça devait permettre de limiter ou alors de renforcer, ça dépend de quel niveau on se situe, le pouvoir d'achat. Elle s'adresse aux collaborateurs qui ont un salaire brut inférieur à 2 600 €. Donc, la majorité des cas, cette prime a été versée sur les bulletins de paye de décembre 2021. On vous en reparle aujourd'hui parce qu'en fait, il y a la possibilité de la verser jusqu'en février 2022. Cette prime, c'est en fait une avance que fait l'employeur et qui est remboursable par l'État via les DSN. Donc, toutes les primes de de décembre 2021 ont été remboursées sur janvier 2022, sont en cours de remboursement via la DSN, un bloc URSSAF. Il faut savoir qu'il y avait quelques particularités pour cette prime. Ça concernait effectivement l'ensemble des salariés de plus de 16 ans résidant en France. Ça concerne une particularité aussi, c'était pour les multi-employeurs. Ce n'était pas évident. Effectivement, les salariés qui se retrouvent avec un multi-employeur devaient définir quel était leur employeur principal. C'était uniquement à l'employeur principal de verser cette prime. Voilà, écoutez, si jamais vous avez besoin d'aide, vous savez que vous pouvez nous contacter. Donc, on va passer au troisième point qui nous intéresse, c'est le bulletin de salaire. Le bulletin de salaire, vous voyez, là, on vous a indiqué, il y a eu un premier arrêté du 23 décembre 2021. Et cette semaine, on a eu un nouvel arrêté qui valide les nouvelles mentions à faire figurer sur le bulletin de paye. Le bulletin de paye, même s'il a été clarifié, c'est-à-dire simplifié sur la présentation qui est remise à vos collaborateurs, ça reste effectivement pas toujours simple pour s'y retrouver, que ce soit pour vous ou aussi pour vos collaborateurs. Ça reste pas simple non plus pour bien comprendre les montants à déclarer lors des déclarations d'impôts annuelles sur le revenu. Même si maintenant elles sont pré-remplies, il était important effectivement que les salariés puissent aisément recouper les sommes. Donc maintenant, on a des nouveaux blocs qui apparaissent, un nouveau bloc fiscal où en fait, on aura très clairement une indication mensuelle et cumulée sur les bases soumises au PAS. Donc, voilà, donc ça va être c'est la nouvelle modification, donc c'est apparu le décret le 22 janvier 2022. Donc les éditeurs de logiciels de paye sont en train de mettre à jour ce nouveau bulletin de paye. Donc n'hésitez pas à communiquer parce que peut-être que vous aurez des questions effectivement des salariés pour bien comprendre. Il y a une autre modification qui est apparue qui nous a semblé intéressante, c'est aussi sur les heures complémentaires, les heures supplémentaires. Même chose, il ne fallait pas changer la mise, même chose, on a toujours l'exonération mensuelle qui apparaît, mais on a maintenant aussi une exonération cumulée depuis le début de l'année en cours. Une autre mesure qui vraiment m'a semblé intéressante, après relecture, c'est jusqu'à présent, on avait une ligne qui s'appelait exonération de cotisation employeur à droite, au niveau des cotisations patronales. Et dorénavant, je vous le lis, ça va s'appeler exonération, écrêtement et allègement des cotisations employeurs. Donc c'est beaucoup plus large et effectivement, la matière sociale, la matière de la paye est évolutive. On cumule en fait un certain nombre de nouvelles mesures et on s'est aperçu que ce n'était plus visible. En fait, les allègements employeurs n'étaient plus toujours visibles. C'est pour ça qu'on a rajouté, que le législateur a rajouté cette mention spécifique. Et donc maintenant, en bas du bulletin de paye, dans la case allègement, vous retrouverez en fait l'ensemble des dispositifs de réduction de cotisation, d'allègement d'écrêtement. Et donc, pour citer les principales, on a la réduction générale des cotisations patronales, on a la réduction générale des cotisations patronales en retraite, on a la réduction allocation familiale et on a la réduction assurance maladie. Voilà, donc ça fait effectivement un certain nombre de dispositifs.
mais toutes ces mentions ne figuraient plus réellement dans le bulletin clarifié. Donc, je pense que c'est intéressant aussi pour échanger sur ce sujet. Donc, voilà. Pour pouvoir passer au point suivant, je vais passer la parole à Aurélie sur un point très technique. Alors, merci Eric pour ces précisions. Alors, l'activité partielle évolue en ce début d'année. Quelles sont les principales dispositions à retenir sur ce sujet très technique? Alors, dans le cas général, l'indemnité due aux salariés est de 60% de la rémunération horaire brute de référence et l'allocation d'activité partielle remboursée à l'employeur par l'État est fixée à 36% de cette même rémunération dans la limite de 4,5 SMIC. Le taux plancher de l'allocation versée à l'employeur par l'État passe à 7,53 € au 1er janvier 2022, compte tenu de l'augmentation du SMIC. Et cela impacte également l'indemnisation minimale due aux salariés, qui est désormais fixée à 8,37 €. Alors attention, car pour certains employeurs, une indemnisation plus favorable ou zéro reste à charge est possible. Et dans ces cas, l'indemnité du salarié et l'allocation remboursée à l'employeur sont égales à 70% de la rémunération horaire brute de référence, toujours dans la limite de 4,5 SMIC. Alors, quels sont les employeurs qui peuvent bénéficier de ce zéro reste à charge? Alors, une première catégorie, les employeurs ayant recours à l'activité partielle de longue durée, la PLD, ou ayant des salariés considérés comme vulnérables ou contraints de garder leur enfant dans des conditions que nous n'allons pas détailler ici. La deuxième catégorie va concerner les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire. Et pour ces employeurs, ce zéro reste à charge est possible jusqu'au 31 janvier 2022, sachant que le dispositif peut être prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Et il a déjà été annoncé que le dispositif sera déjà prolongé jusqu'au 28 février 2022. Alors, quels sont les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire? Donc là, on va retrouver les entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui font l'objet d'une fermeture administrative, comme par exemple actuellement les discothèques. On va également retrouver les établissements, enfin les employeurs qui sont dans des circonscriptions soumises à des restrictions de circulation avec baisse de chiffre d'affaires. Et on va également retrouver les entreprises les plus affectées, des secteurs protégés et connexes, avec une condition de perte de chiffre d'affaires qui est allégée. Et c'est ce qui est important à retenir, hein. La condition de baisse de chiffre d'affaires exigée donc passe à 65% contre 80% jusque-là. Donc vous l'aurez compris, hein, le traitement social et paye de l'activité partielle est complexe. Donc maintenant, nous allons aborder les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire et qui, pour certaines d'entre elles, sont reconduites. Alors d'abord, on va avoir les arrêts de travail dérogatoires. Ce dispositif, en fait, hein, pour rappel, il permet à certains salariés, alors symptomatiques, positifs au Covid-19, cas contact, qui ne peuvent pas télétravailler, de percevoir dès le premier jour d'arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale maladie et une indemnité complémentaire de l'employeur dans des conditions plus favorables que le droit commun. Et il n'est notamment pas prévu dans ces situations de conditions d'ouverture du droit aux indemnités, pas de conditions d'ancienneté et pas de délai de carence. Alors le dispositif avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, mais compte tenu du contexte sanitaire toujours incertain, la loi de financement de la sécurité sociale 2022 prolonge les arrêts de travail dérogatoires jusqu'à une date maximale fixée au 31 décembre 2022. Alors, autre sujet maintenant, celui des charges sociales. Alors, pour les entreprises impactées par la crise, il a été mis en place des soutiens en 2020 et 2021 sous forme d'exonération de charges sociales et d'aide au paiement. Alors, il s'agit d'un sujet extrêmement technique. Pour rappel, sans détailler l'ensemble des conditions, les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dits S1, à savoir le tourisme, l'hôtellerie, le sport, l'événementiel, et les entreprises des secteurs dits
S1 bis, qui sont les secteurs qui dépendent des secteurs S1, ont pu bénéficier d'une aide au paiement des cotisations sociales, appelée Covid-2, sur certaines périodes. Et l'aide Covid-2 représente 20% du montant des rémunérations brutes sur les périodes concernées. Donc, je ne vais pas développer les modalités de calcul. Il faut savoir qu'il a également été possible de bénéficier d'une aide Covid-3 lorsque les entreprises étaient éligibles à l'aide Covid-2 sur d'autres périodes. La seule différence entre les deux dispositifs étant que dans le cadre de l'aide Covid-3, l'aide au paiement a été de 15% et non de 20%. Alors ces aides étaient imputables sur les cotisations reversées aux URSSAF pour les années 2020 et 2021. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale 2022 donne la possibilité aux employeurs éligibles d'imputer le solde du montant d'aide au paiement Covid-2 et Covid-3 au titre de l'année 2022. À noter, et donc là le sujet est d'actualité, qu'une nouvelle aide au paiement et d'exonération de cotisation a été annoncée par le gouvernement en début de mois pour concerner les mois de décembre 2021 et janvier 2022 pour les entreprises qui sont touchées par les dernières restrictions sanitaires. Donc cela va concerner donc, essentiellement les hôtels, cafés, restaurants et l'événementiel. La loi du 22 janvier 2022, qui a été publiée il y a quelques jours et qui a institué le pass vaccinal, dont on a beaucoup entendu parler, prévoit bien la possibilité de reconduire les aides Covid-2 par décret. Donc, les textes sont à surveiller, je dirais, sur les prochaines semaines. Donc, vous le constatez, la gestion des charges sociales dans le contexte Covid est une affaire de spécialistes. Alors, à présent, un autre sujet, Annelise, si on peut passer au slide suivant, merci, qui va concerner les congés accordés pour l'aide à des proches. Alors, sous certaines conditions, un salarié peut bénéficier d'un congé de proche aidant qui n'est pas rémunéré par l'employeur lorsqu'un de ses proches présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité selon le Code du travail. La loi de financement de la sécurité sociale 2022 supprime la référence à la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée. Et en fait, cette modification de texte permet d'élargir le champ des bénéficiaires potentiels du congé. Un salarié peut également, avec l'accord de son employeur, donner des jours de repos non pris à un salarié de l'entreprise qui vient en aide à un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Et logiquement, le même élargissement que celui relatif au congé de proche aidant est mis en place pour ce dispositif, à savoir la suppression de la condition de particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie. Alors, pendant le congé, ces congés, le salarié n'est pas rémunéré par l'employeur. Il peut bénéficier d'une allocation journalière du proche aidant, l'AJPA, qui est versée par la Caisse d'allocation familiale. Et celle-ci, en fait, est revalorisée par la loi de financement de la sécurité sociale 2022. Et le montant sera fixé à l'avenir en référence au SMIC, rapporté à une valeur journalière et nette des prélèvements sociaux obligatoires. On note également une amélioration du congé de présence parentale. Alors là, cette fois-ci, ce congé peut être accordé à un salarié dont un enfant à charge est atteint d'une maladie ou d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Donc ce congé de présence parentale n'est pas rémunéré par l'employeur. Le salarié peut percevoir de la caisse d'allocation familiale l'allocation journalière de présence parentale, la JPP. Et donc, ce que prévoit la loi de financement de la sécurité sociale 2022, c'est d'aligner le montant de cette allocation avec celle accordée dans le cadre du congé de proche aidant. Donc, en synthèse, ce qu'il est important de retenir, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale 2022, finalement, élargit le champ des bénéficiaires et améliore l'indemnisation des absences liées à des proches dans des situations difficiles. Alors, petite précision, ces mesures relatives aux aidants entreront en vigueur
à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Alors maintenant, un autre sujet qui va concerner la retraite progressive. Alors déjà, en quoi consiste la retraite progressive? Alors en quelques mots, hein, sous certaines conditions, le salarié qui exerce une activité à temps partiel peut partir en retraite dite progressive et ainsi bénéficier d'une partie de sa retraite à titre provisoire dont le montant va dépendre de l'activité conservée. Alors, il doit au moins avoir 60 ans et justifier de 150 trimestres d'assurance. Alors, l'apport de la loi de financement de la sécurité sociale 2022 est d'étendre ce dispositif de retraite progressive aux salariés sous convention de forfait en jours. Donc, c'est vrai que jusqu'alors, ce dispositif n'était pas ouvert à ces catégories de salariés, donc qui est lié au décompte du temps de travail en jours. Donc, cela est désormais possible. Donc, un décret doit néanmoins préciser les conditions d'extension de ce dispositif aux salariés en forfait jour. Et il faut également retenir que la loi de financement de la sécurité sociale étend ce dispositif aux travailleurs qui, sans être titulaires d'un contrat de travail, bénéficient des régimes de protection des salariés. Donc là, il va s'agir des mandataires sociaux, hein, comme les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ou les présidents de conseils d'administration ou directeurs généraux de sociétés anonymes. Alors, ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite progressives liquidées à titre provisoire et prenant effet à partir du 1er janvier 2022. Très bien, bah écoutez, je vais prendre la suite. Juste avant de vous parler de la CUFPA, je voulais juste revenir sur la retraite, hein, parce qu'on sait que c'est un sujet d'actualité. Hein, la réforme des retraites a été décalée et c'est une anecdote, mais ça me semble important. Sur vos smartphones, il y a une application qui est très bien faite hein, par Service Public. Ça s'appelle Mon compte retraite. Et dorénavant, on peut avoir une simulation de sa retraite suivant l'âge à laquelle on souhaite partir à la retraite. On a une vision exhaustive des trimestres travaillés et pour lesquels, effectivement, on prépare notre avenir. Et autrement, c'est aussi accessible sur Internet. Je viens de le faire sur Service Public. Voilà, c'est très bien fait. C'est protégé. Donc, ça peut vous aider pour suivre la prochaine réforme de la retraite. Concernant la CUFPA, donc la CUFPA, vous savez, ça concerne en fait la taxe d'apprentissage et la formation continue. On a un changement cette année, un changement intéressant, c'est que dorénavant, la taxe d'apprentissage, au moins pour la base de 0,59%, et la formation continue pour la part légale, hein, ces deux taxes-là sont versées via les DSN URSSAF, donc via les DSN mensuels. Donc dorénavant, vous n'aurez plus à acquitter la formation professionnelle continue ou la taxe d'apprentissage auprès de vos OPCO. Ça, c'est un changement important. Il faut quand même savoir que pour les entreprises de plus de 250 salariés, la contribution supplémentaire sera toujours payable en avril 2023. Il en est de même pour toutes les sociétés. Hein, pour le solde de la taxe d'apprentissage, le 0,09% qui restera dû en mai l'année prochaine. Autrement, on rappelle qu'effectivement, on bénéficie toujours d'exonération de la taxe d'apprentissage en fonction de la masse salariale et en fonction des apprentis embauchés. Donc ça, c'est important aussi de refaire un point régulièrement. Du fait que maintenant, la formation professionnelle continue est prélevée par l'URSSAF, cette taxe n'est plus soumise à TVA. Donc ça, c'est aussi un point important. D'un point de vue comptable, eh bien, écoutez, on vous encourage à effectivement changer dans vos OD du mois de janvier le compte tiers qui collectait précédemment la taxe d'apprentissage et la formation continue pour les affecter directement sur le compte URSSAF et ainsi solder vos comptes lors des prélèvements. Voilà. Après, un autre point d'attention, hein, jusqu'à présent, effectivement, le 1% CDD n'était pas dû pour les CDD qui se transformaient en CDI et cette contribution n'était pas non plus due pour les jeunes
pour lesquels on avait un CDD au cours de leur cursus scolaire. Donc, depuis le 1er janvier 2022, nous n'avons plus d'exonération sur le 1% CDD. Voilà, donc ça, c'est un point d'intention aussi pour la suite. Voilà. Après, on voulait revenir vers vous justement pour faire un point sur les aides à l'embauche en alternance, puisqu'on avait une première mesure que vous connaissiez déjà qui était pour l'embauche d'alternants. Donc les alternants, ça correspond en fait au contrat d'apprentissage ou au contrat en formation, au contrat de professionnalisation. Excusez-moi, ça a été mis en place en juillet 2020. Ça va durer jusqu'au 30 juin 2022. Et donc, cette aide varie en fonction de l'âge de l'alternant et cette aide est de 5 000 € pour les mineurs jusqu'à 8 000 € pour les majeurs. Donc ça, c'est le premier point qu'on voulait vous rappeler. Donc ça concerne tous les contrats qui sont signés jusqu'au 30 juin 2022. Voilà, tous les contrats signés. Ayez-le en tête. La deuxième aide pour laquelle on voulait vous parler, ça concerne en fait les contrats de professionnalisation signés entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. Donc, c'est des contrats de professionnalisation qui s'adressent à des personnes en recherche d'emploi, des personnes qui sont inscrites auprès de Pôle emploi depuis plusieurs mois, qui recherchent activement un emploi et donc on a une spécificité, cette mesure concerne uniquement les personnes d'au moins 30 ans entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022. Au-delà du 30 juin 2022, cette mesure est ouverte à tous les demandeurs d'emploi qui souscrivent un contrat de professionnalisation sans limite d'âge. Le montant de l'aide est de 8 000 € la première année. Elle est versée directement par Pôle emploi. Vous n'avez pas de démarche à accomplir, vu que c'est un contrat de professionnalisation, c'est votre OPCO qui remplira les démarches directement. Écoutez, si vous avez besoin d'aide, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Alors pour terminer, nous souhaitons vous sensibiliser sur un point qui peut entraîner des conséquences financières si aucune action n'est menée. Il s'agit de la contribution AGFIF. Alors le principe, tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer des travailleurs en situation de handicap à proportion de 6% de son effectif. Et si vous ne remplissez pas cette obligation, vous êtes contraint de verser une contribution à l'AGFIF qui varie sur votre effectif entre 400 et 600 fois le SMIC par unité manquante. Donc, vous pourriez être tenté de payer la contribution et de ne pas embaucher de travailleurs handicapés. Alors, attention parce qu'il existe une contribution majorée qui est égale au produit du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation manquant par 1500 fois le SMIC, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise, si vous n'avez mené aucune action pendant 3 ans. Donc, cela représente en 2022 15 870 € par unité manquante. Alors, clairement, cette contribution, elle vise à sanctionner financièrement les employeurs qui sont considérés comme passifs. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter cette surcotisation? Alors, vous pouvez évidemment, bien entendu, embaucher un travailleur en situation de handicap, mais vous pouvez également passer un contrat de sous-traitance, de fourniture ou de prestation de services avec une entreprise adaptée ou du secteur protégé. Et vous pouvez également conclure un accord collectif prévoyant la mise en œuvre d'un programme en faveur des travailleurs handicapés. Donc, nous vous encourageons, notre message, c'est de vraiment agir pour éviter cette surcotisation. Alors, sur le plan déclaratif, il faut savoir que la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés, qu'on appelle la DOETH, s'effectue désormais via la DSN, la déclaration sociale nominative, donc qui est le processus déclaratif des charges sociales. Alors pour l'année 2020, la date limite de déclaration a été fixée au 15 juin 2021. Et il faut savoir que pour l'année 2021, l'échéance normalement est au mois de février 2022.
Mais l'URSSAF, dans une actualité très récente, puisqu'elle date du 26 janvier, a indiqué que l'obligation de déclaration et de paiement de la contribution sera reportée avec l'échéance de la DSN du mois d'avril. Donc, c'est-à-dire une date limite qui est fixée au 5 ou au 15 mai 2022. Alors, on constate au final que l'URSSAF ou la MSA, finalement, deviennent les collecteurs de nombreuses cotisations sociales et fiscales depuis plusieurs années. Et il est d'ailleurs prévu, dans les prochaines années, que l'URSSAF devienne collectrice des cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arco. Donc, un nouveau chantier dans les prochaines années. Voilà ce que nous voulons vous indiquer sur la partie sociale. Moi, nous en avons terminé avec la présentation sur les mesures sociales. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Eric pour cette actualité sociale assez fournie. Merci beaucoup à tous, merci Aude pour la partie fiscale. C'est maintenant l'heure de la fin de ce webinaire. Il est 12h05 très précisément. On vous avait promis 1h30. On a tenu le timing. Pour ce premier séminaire, ce premier webinaire Actualité fiscale et sociale PKF Arcilon, en complément du webinaire Arrêté des comptes PKF Arcilon du mois de décembre. Je tiens vraiment à remercier tous nos participants. On a été près de 350 au cours de ce webinaire à participer, à vous être inscrits. On est très preneurs de vos retours sur ce premier webinaire PKF Arcilon, et vous allez recevoir un lien de la part d'Anne-Lise qui a organisé, et merci à nos organisateurs du service com pour ce webinaire. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et également un lien pour télécharger le support. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à ce lien. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à approfondir ces sujets. Vous avez nos coordonnées qui apparaissent sur le slide et également, vous pouvez contacter, on vous incite à contacter votre interlocuteur habituel de proximité PKF Arcilon. Et n'hésitez pas, si vous avez quelques questions que ce soit, à nous solliciter. On est là pour répondre à vos questions, c'est notre ADN. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, un excellent week-end et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci. Merci.